Bonjour à tous, bienvenue pour cette première vidéo qui va concerner la série sur les pièces. Donc comme je l'ai expliqué dans la vidéo introductive, chacune des pièces sera divisée en trois parties. La première va concerner ce qui sera comment bien les développer en début de jeu et comment l'utiliser à peu près au milieu de jeu et les principes stratégiques qu'il faut connaître sur chacune des pièces. La deuxième partie sera plus concernée à ce qui s'apparente au théorème des finales. Donc les finales notamment basiques, hein, on va peut-être pas aller gratter chacune des positions, il y a tellement d'études de finale à faire, on va vraiment voir ce qui est la base et ce qui est plus ou moins important à comprendre. Et la troisième partie qui concernera une partie de grand maître où il y aura une manœuvre incroyable faite par l'une ou l'autre des pièces. Et on va du coup commencer par l'une des pièces lourdes, vous allez dire étonnamment, pourquoi on part pas de l'échelon le plus bas puis qu'on remonte au fur et à mesure, bah, finalement la tour est la pièce peut-être la plus facile à manœuvrer. On est ici sur cette position initiale, donc juste peut-être pour ceux qui débutent vraiment, la tour, quand on met en termes matériels, on l'équivaut au nombre de pions, ça vaut 5 pions. Contrairement au cavalier au fou qui en valent 3, la dame qui en vaut 9, donc le pion qui en vaut 1, hein, logiquement, hein, puisque c'est l'unité de base, et le roi qui a aucune valeur donnée parce que le roi on ne peut pas le perdre. Si on perd le roi, on perd la partie. Alors, il y a un truc quand même, si vraiment vous débutez, que je ne veux plus voir, car je sais que beaucoup le font, c'est de se dire, ah, ok, je développe un pion de l'aile, comme ça je peux sortir ma tour de ce côté-là. Ça, c'est non, parce que l'adversaire, s'il sait un petit peu jouer, il va systématiquement vous répondre par la poussée au centre et libérer le fou qui contrôlera cette même case. Du coup, après tour a 3, fou prend A3, eh ben, tout simplement, vous avez perdu deux pions, puisque vous avez donné une tour contre un fou. C'est pareil de l'autre côté, hein. Sur H4, c'est D5, et c'est exactement la même variante. Alors vous allez me dire, oui, mais du coup, comment fait-on? Eh bien, les tours, on ne va pas les développer de manière immédiate. On arrive ici dans une position assez classique qu'on peut retrouver dans une partie italienne. Et en fait, la tour ici va se développer naturellement par ce qu'on appelle le rock. Le rock qui est un mouvement très très important, notamment quand on débute, et même de manière générale. Il y a très très peu de parties où les joueurs ne rockent pas. Donc le petit rock qui consiste à mettre le roi deux cases dans cette direction et la tour la passer de l'autre côté, ce qui a un double effet. L'effet de mettre le roi à l'abri et aussi et surtout de développer la tour. Cette tour est là, mais finalement vous allez me dire oui, mais est-ce qu'elle est vraiment plus utile ici que là? Oui, d'une certaine manière, parce qu'elle aura plus de champs pour aller sur ses colonnes. Et typiquement, on peut continuer pour les noirs, je joue D6. Comment est-ce qu'on peut bien développer la tour? En mettant sur une colonne centrale. Ici, tour E1. Et en plus de ça, cette colonne centrale, souvent, alors elles sont ouvertes, on va soit ouvrir avec le pion E, soit le pion D, donc l'une des deux colonnes sera, enfin là elles sont pas ouvertes, mais seront sujettes à s'ouvrir par la suite de la partie. Et souvent au centre, là ici on voit que le roi n'est pas encore développé, il n'est pas encore à l'abri. Du coup, si les noirs jouent mal, ça peut très vite mal se passer pour eux. Donc vraiment, retenez ça à l'esprit au tout début. Faire le rock pour mettre la tour de l'autre côté, et cette tour, la développer sur une colonne centrale. Il y a aussi un principe qui est important dans la manœuvre de tour, c'est de faire ce qu'on appelle la liaison des tours. Ici, c'est au noir de jouer. Et bien, un coup qui serait utile pour eux, ce serait le coup dame D7, parce que les deux tours, maintenant, sont reliées les unes aux autres. Ça paraît de rien comme ça, mais c'est toujours très utile, ça permet un bon contrôle de la huitième rangée, et ça permet de pouvoir mieux manœuvrer les tours. Et vous allez comprendre par la suite. Alors, c'est pas forcément facile de comprendre ça. C'est un principe qui est important. Si vous pouvez vraiment liquider toutes vos pièces de la première, alors pas forcément liquider vos pièces de la première ou de la huitième rangée, mais vraiment laisser ce champ libre autour pour qu'elles puissent librement circuler sur cette rangée et ainsi pouvoir bien défendre le propre camp. Alors, on va continuer un peu, admettons que les blancs jouent fou E3. Alors là, j'ai décidé d'échanger. On va arriver dans une position qui est celle-ci, donc les blancs échangent. Et là, maintenant, les blancs jouent tour C1. Et pourquoi on met cette tour ici en C1? Eh bien parce que on a ici une colonne qu'on appelle une colonne semi-ouverte. Qu'est-ce que c'est qu'une colonne semi-ouverte? C'est une colonne sur laquelle notre camp n'avons plus le pion sur la colonne, mais que l'adversaire a lui encore son pion sur la colonne. Donc là, typiquement, nous, on n'a plus notre pion. Les noirs, ils ont leur pion en C7. On appelle ça une colonne semi-ouverte pour les blancs. Les noirs, ils ont la même chose de l'autre côté en F2, avec aucun pion de leur camp sur la colonne F, mais les blancs ont un pion sur F2. Et finalement, vous allez me dire, mais à quoi ça sert de mettre cette tour ici en C1?
ben, ça permet de contrôler tout simplement beaucoup de cases. Alors, il n'y a peut-être pas forcément de tactique immédiatement, mais stratégiquement, c'est juste ce qu'il faut faire. Simplement contrôler le maximum de cases. Vous voyez qu'elle est plus utile ici en C1 qu'elle le serait en A1. Alors maintenant, admettons que les noirs jouent A3 qui serait un coup intelligent. On se dirait maintenant, je suis malin, j'active ma tour, j'ai avancé le pion qui était devant la tour, et si les pions ici en A3 et B2 s'échangent, bah, la tour elle sera sur une colonne semi-ouverte et on aura réalisé un grand coup. Sauf que le fait d'avoir placé la tour en C1 dans ce cas précis permet d'éviter ça de manière tactique en jouant B4. Sinon, si on voulait éviter, il faudrait jouer B3 de manière plus passive, et là, de jouer B4 de manière plus active va permettre de sortir plus facilement les pièces. Et le truc, c'est que on peut se dire, on perd le pion, cavalier prend B4, mais après Dame B3, le problème, c'est que les noirs n'ont pas le coup C5 à cause de la tour qui contrôle la case. Du coup, le cavalier ne peut pas rester sur cette case, il doit du coup s'en aller, cavalier A6. Et là, juste un exemple, cavalier F5. On profite de la dame qui est bien placée ici, le cavalier qui s'avance. Là, les blancs commencent à avoir un bel avantage, l'autre cavalier peut arriver également. Et tout ça, ça a été fait sur cette tour qui a fait son job en empêchant un coup de défense qui était C5. Et ici, on note que les tours sont liées également sur la première rangée et peuvent assez facilement circuler et bien protéger le propre camp. Je vous montre un exemple de tours qui ne sont pas liées, les problèmes qu'on pourrait avoir. Alors là, c'est juste un cas d'école, mais voilà, on se dit, les blancs, ils ont joué comme ça, tour E3, tour G3, et ils se disent, ok, j'attaque sur le roi, j'ai peut-être quelque chose à faire. Est-ce que vous voyez comment les noirs gagnent immédiatement dans cette position? Eh ben, la première rangée, elle n'est pas hyper sécurisée. Et les noirs peuvent en profiter en jouant tour D1 échec. Et après l'échange des tours, c'est tout simplement échec et mat. Et il y a eu l'infiltration de la tour ennemie sur la première rangée. Alors notez juste une petite chose, hein, sur cette position, un autre cas qui est très important, et si ce n'est le cas très important pour les tours, c'est qu'on a des tours qui sont sur des colonnes ouvertes et qui sont doublées. Et c'est quelque chose, si on peut faire ça, si on peut doubler les tours sur des colonnes ouvertes, donc pas semi-ouvertes, hein, vraiment je parle de colonnes ouvertes, c'est-à-dire où il n'y a aucun pion, que ce soit de notre camp ou du camp adverse sur la colonne. Souvent, le camp qui réussit à faire ça a un avantage énorme. Alors comment on fait pour prendre une colonne? Voici une position qui est typique. On se dit avec les blancs, ok, c'est moi qui ai le trait, mettons le trait au blanc, tac, je mets la tour ici. Je contrôle toute la colonne. C'est bien. Mais là ici, également grâce au fait que les tours soient liées, eh ben, les noirs peuvent répondre par tour FD8 et eux, à leur tour, contester cette colonne. Et le fait que les tours soient liés, ça permet, si on échange les tours, on n'est pas obligé de prendre avec le cavalier, ce qui en soi serait déjà perdu, parce que si on devait reprendre avec le cavalier, il y aurait juste fou prend E7, on perdrait une pièce, mais là n'est pas le propos. On peut reprendre avec la tour, et les noirs, à leur tour, contrôlent la colonne. Et ça, c'est aussi un principe qui est important, c'est quand il y a comme ça un vis-à-vis, celui qui va prendre en premier va perdre le contrôle de la colonne. Donc il faut être bien sûr que si vous faites cet échange, soit vous avez des compensations par la suite, soit vous pouvez immédiatement recontester cette colonne. Donc là, par exemple, avec les blancs, on peut échanger et reprendre le contrôle de la colonne avec l'autre tour qui sera protégé, soit par le fou, soit par le cavalier. Et on va dire, après l'échange de toutes les tours, finalement, qui a gagné le contrôle de la colonne D? Personne. Tout à fait. Alors là, c'est un cas où personne ne pouvait contrôler la colonne. Mais vous allez me dire, mais comment on peut faire alors pour contrôler cette colonne? Eh bien, on va voir ça dans l'exemple suivant. Ici, on se dirait on a à peu près la même situation et pourtant, elle est complètement différente. Parce que là, les blancs qui ont le trait vont avoir la possibilité de très bien contrôler cette colonne D. Alors, on commence. Alors, on joue une des tours. Alors, mieux vaut la tour C parce que la tour E protège le pion E5 et la dame protège le pion C5. Donc, finalement, autant utiliser la tour C qui, elle, n'a pas grand-chose à faire pour venir sur la colonne D. Et on a ce contrôle de la colonne ouverte D. Vous allez dire, oui, mais comme tout à l'heure, l'adversaire joue tour FD8, et il conteste maintenant cette colonne. Et finalement, bah, si on refait tous ces échanges, tour prend, tour D1, et finalement, personne n'a gagné. Finalement, la personne va échanger les pièces, la dame défend la tour, nous de notre côté aussi on défend, et les deux ont un peu ce contrôle de la colonne D. Il n'y a pas vraiment matière à bousculer la hiérarchie sur cette colonne. Sauf que là, on ne va pas échanger. Et ça, c'est l'un des concepts. Regardez si vous pouvez doubler les tours de manière active. Et là, il y a un coup très fort pour les blancs. C'est tour D6. Pourquoi c'est si fort que ça? Parce que si les noirs décident d'échanger en jouant tour prend D6, on va pouvoir reprendre cette tour. Et regardez maintenant comment ce pion
est extrêmement fort. Il est protégé en plus par un pion qui est derrière. Bon, ça c'est souvent le cas, il faut avoir les deux pions sur les côtés pour que l'un reprenne et l'autre défende. Mais regardez juste la force de ce pion. Et une fois qu'ils écartent la dame, par exemple dame C5, on active la dame. Alors bien sûr, hein, il faut encore conclure cette position, mais j'espère que vous vous rendez compte là de la force qu'ont réussi à mettre les blancs. Ils ont réussi à mettre un pion dans le camp adverse bien ancré. Toutes les finales ici, enfin presque toutes les finales sont gagnantes. Et les blancs, ils ont l'espace pour faire, je sais pas, tour E3, tenter de pénétrer par la colonne F, de tenter des choses, le fou de pouvoir le replacer. Finalement, les noirs ne peuvent absolument rien faire dans cette position. Et dans le cas où les noirs, ils disent, ok, je suis un peu plus malin, je tente de m'activer, par exemple par dame G5, et ben là, on peut doubler, tour ED1. Et là, les blancs, ils ont gagné le contrôle de la colonne D et ils ont un bon avantage. Et si on joue tour prend, et bien simplement on reprend du pion. Alors certes, cette fois plutôt du pion E parce qu'il est attaqué par la dame, et on est tout proche de faire une promotion. Et si les noirs décident de ne pas échanger dans cette position et attendre tout simplement, ben on peut par exemple jouer dame C3, on se met ici sur un vis-à-vis, on défend le pion, et admettons on dit ok, vraiment je ne veux pas échanger, ben juste on peut tripler, dame D4. Là c'est encore mieux si on peut amener encore la dame à l'attaque. On a un excellent contrôle de la colonne D et on va pouvoir faire des merveilles là-dessus. Regardez, en fait, je pense que c'est visuellement, j'espère pour vous que vous comprenez que c'est complètement gagnant ici pour les blancs. Le contrôle de la colonne D ouverte par des tours et par la dame permet vraiment de contrôler beaucoup de cases, de créer beaucoup de signaux tactiques, de faire beaucoup de faiblesses et beaucoup de mal dans le camp des noirs. Et il y a juste à bien jouer par la suite. Alors on va terminer par un dernier point important qu'on a avec les tours, c'est lorsqu'on entre dans la finale, le contrôle de la 7e rangée, ou de la 2e si on a les noirs. Et pour ça, je vais illustrer ça avec une partie que j'ai jouée il y a très longtemps en Blitz. C'était sur Internet. Alors c'était avant même d'avoir un compte Chesscom, mais j'avais sauvegardé la partie parce que je la trouvais assez belle. Bon, surtout j'étais un peu mal dans le milieu de jeu, et j'avais un peu mon roi au centre, mais j'avais réussi une belle manœuvre pour échanger les dames et pour aller dans cette position. C'est là mon adversaire qui a le trait. La position matériellement est égal, mais je vais me retrouver avec un pion de plus, parce qu'il a décidé de jouer pion prend C3, parce que son pion était attaqué 2 fois par le pion C et par le fou, et défendu seulement par le pion C5. S'il le défendait avec une tour, je mettais moi-même ma propre tour, et je remettais une pression, donc de toute façon, il y aurait eu plus d'attaquants que de défenseurs, donc il prend logiquement. Et là, j'ai le coup intermédiaire, fou prend C5, échec. Il a décidé de défendre par fou E7, j'échange les fous, fou prend, et roi prend C3. Alors cette finale, j'ai un pion de plus. Théoriquement, elle est nulle, mais c'est pas si simple que ça de faire nul. Et on va dire là, mon adversaire, il a fait ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a quoi? Il y a 2 colonnes ouvertes ici, en C, en D. Et il a profité d'avoir le trait pour prendre le contrôle de ces colonnes ouvertes. Il joue tour C8 échec. Je joue roi B3 et il a joué tour HD8. Et on se dit, bon, les noirs, ils ont finalement quand même des bonnes compensations pour le pion de moins. Ils contrôlent parfaitement ces 2 colonnes. Oui, mais en réalité, la position, les gars, elle est totalement perdante pour les noirs. Parce qu'en fait, on peut la contester. Et vous voyez l'importance d'avoir les tours liés. Je peux contester ces tours. Si j'avais quelque chose, il n'y a plus de pièces, mais si mon roi était en B1, par exemple, j'aurais pas pu contester en mettant ma tour en D1. Et c'est important de pouvoir contester cette colonne parce que là, il peut tenter d'entrer, je sais pas, il peut jouer tour D4, poser des problèmes ici, tour D3 échec et rentrer gentiment dans la position. Donc je dois absolument contester cette colonne. L'autre colonne, j'ai pas besoin tout de suite de la contester parce que mon roi contrôle les cases d'entrée de la tour. C'est pour ça que dans le blitz, j'avais joué tour AD1. Alors lui, il a refusé l'échange des tours parce que j'ai un pion de plus, donc si on liquide du matériel, c'est avantageux pour moi. Donc il avait joué tour B8 échec. J'ai caché mon roi pour éviter d'avoir des échecs. Et il a joué tour DC8. Et là, jackpot. Je joue tour C1. À nouveau, je conteste. Là, la meilleure manière pour lui de survivre, ça aurait été de tenter l'échange des tours et puis derrière de défendre à la perfection. Mais il a joué tour D8. Il s'est dit, je veux pas échanger. Et là, c'est moi, avec les blancs qui ai pu infiltrer. J'avais fait tour D1. Il a toujours refusé l'échange. Il a joué tour E8. Et regardez maintenant comment ça va être fantastique de pouvoir contrôler cette 7e rangée. Souvent, en fait, on parle de la 7e ou de la 2e. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de pions, parce que c'est la ligne originelle des pions sur la position de base. Et on voit, là, il y a 4 pions pour les noirs sur cette rangée. Et il y en a 2 blancs
sur la deuxième rangée. Et il y aura systématiquement des pions sur cette rangée-là lorsque vous entrerez en finale. Donc là, j'ai pénétré avec tour C, 7 échecs, roi F8. Et là, le coup qui avait provoqué l'abandon de mon adversaire, j'aurais pu prendre roi A7, mais il y avait plus fort que ça, de doubler, si on veut, sur la rangée. Tour D, D7. Et là, mon adversaire a abandonné parce que, regardez la puissance. Je vais prendre le pion F7, puis le pion G7, puis le pion H7. De l'autre côté, le pion A7 peut être perdu aussi. Il a déjà un pion de moins, il va en avoir en tout cas 2 de moins en plus. Du coup, il n'a pu absolument rien faire et il a abandonné. Donc voilà, j'espère que cette première partie vous a aidé à vous dire les principes fondamentaux des tours. Donc retenez surtout ça. En ouverture, mise sur des colonnes centrales ou semi-ouvertes, voire même ouvertes s'il y en a déjà. Essayez de pouvoir gagner un duel sur la colonne ouverte. Liez les tours pour pouvoir lutter. Parce que si les tours ne sont pas liés, c'est plus compliqué de lutter. Et en entrée de finale, allez sur la 7e ou 2e rangée si vous avez les noirs. C'est souvent dévastateur. Très bien, on se retrouve très bientôt pour la suite de cette série sur les pièces où on va un peu plus gratter les finales cette fois-ci. En attendant, je vous dis bye bye et à la prochaine.